Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Invité d'honneur de la Foire internationale des importations de Shanghai, invité majeur de cette deuxième édition d'une rencontre internationale très importante au moins aux yeux des Chinois, invité même d'un dîner privé avec le président chinois Xi Jinping. Apparemment, la visite d'État de Emmanuel Macron, le président français, est très particulière. Qu'a-t-il porte pour la Chine? Avec quoi il est reparti pour la France? Alors que les États-Unis et la Chine sont en train de négocier pour trouver un accord partiel, dit le phase 1, sur leur conflit commercial entre les deux pays, alors la visite d'État d'un pays le plus important de l'Union européenne a attiré l'attention des médias du monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir un expert, un connaisseur des relations franco-chinoises, M. Richard Axe, le journaliste de Paris Match. Vous travaillez longtemps en Chine, vous connaissez bien notre pays, vous connaissez bien sûr la France. Vous quittez la Chine depuis 2 ans, c'est ça? 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois, voilà. Vous revenez avec le président français Emmanuel Macron. Bonjour et Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et alors, cette visite de président français, apparemment, il est très important. C'est une visite le plus important depuis 10 ans, on peut dire, parce que le contexte international est changé. Voilà. Comme je l'ai dit, le conflit entre la Chine et les États-Unis, entre les États-Unis et l'Europe. La France, après le Brexit de l'Angleterre, la France est le pays le plus important de l'Union européenne, qui a un veto au sein de 5 membres permanents de l'ONU. C'est la puissance nucléaire. Alors, cette visite, apparemment, est très importante. Incontestablement, c'est important. Le contexte fait qu'elle est importante. Vous l'avez très bien résumé. Les États-Unis avec la Chine, c'est assez compliqué, disons, c'est conflictuel. Et comme avec l'Europe, les États-Unis aussi, on ne sait pas très bien où ça va, qu'il y ait un axe qui se conforte entre la Chine et l'Europe, ça semble évident. Et en Europe, avec la France, plus qu'avec d'autres pays, c'est la force des choses. L'Allemagne, on voit bien que la coalition autour de Merkel, elle va s'affaiblir forcément. C'est le dernier mandat d'Angela Merkel. Ça ne veut pas dire qu'économiquement, elle est moins puissante. Mais enfin, le dialogue diplomatique est peut-être moins évident, moins facile qu'il ne l'a été. Avec l'Angleterre, c'est en train de quitter l'Europe. Là aussi, c'est compliqué. Donc, avec la France, il y a en plus une tradition qui remonte à De Gaulle. Oui, voilà. Ça crée un lien particulier. Et alors, Macron, il a fait un premier voyage en 2018 où il cherchait un petit peu à découvrir la Chine et où j'ai eu l'impression que les dirigeants chinois ne savaient pas très bien comment ça allait évoluer avec lui. C'est vrai que si on prend les 2 précédents présidents français, avec Sarkozy, ça avait pas mal secoué voilà. à cause de ses rencontres avec le Dalai Lama. Puis ça s'était bien rétabli. Oui. Avec Hollande, c'est plutôt Hollande qui ne comprenait pas vraiment la Chine, qui se méfiait. Oui. Il est venu une première fois très court parce qu'il avait peur qu'il y ait des incidents. Et en fait, c'est la conférence climat qui a très bien réussi à Paris, qui a fait qu'un climat, si on peut dire un climat favorable, s'est établi entre lui et Xi Jinping. Mais la relation apparemment était assez tiède, il faut le dire. Oui, elle se soit améliorée après qu'il ait été, après qu'il n'était plus président. Oui. Maintenant, il vient, ça se passe très bien, mais ça n'a pas vraiment accroché.
Et je crois que les Chinois disaient que ça serait peut-être pareil avec Macron, à cause de sa première visite qui a été assez tiède. Mhm. Je pense qu'en fait, Macron, connaissant pas, sachant pas très bien lui non plus Mhm. ce qu'il y avait en Chine, prenait ses marques, si je peux dire, de son Mhm. premier voyage. Et le deuxième s'est bien passé. Mais Celui le qui vient. premier, il a déjà marqué sa personnalité. Il a commencé par exemple à Xi'an, pas à Pékin. Et cette Oui. fois-ci, il commence à Shanghai. Il affirme toujours ses personnalités. Apparemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, De Gaulle était le premier président occidental qui a établi une relation diplomatique complète avec la Chine. Surtout, disons que les États-Unis, avec Nixon, De Gaulle même lui dit que, même lui donnait une leçon que tôt ou tard vous avez Oui, suivre tout à fait. le Oui. pas des Français. Avec Chirac, on se rappelle aussi, hein, Chirac a établi une relation complète, stratégique avec la partenariat complète avec la Chine et surtout avec la Chine, Chirac était contre la guerre de l'Irak de George Bush fils. Mm. Et cette fois-ci, apparemment, avec Macron, j'ai l'impression que Macron est en train de marquer aussi certaines particularités. Par exemple, il a dit qu'il viendra une fois par an en Chine. Et il a tenu la parole. Et je voudrais vous faire réagir. Hier, apparemment, il a répondu à la question de l'économiste, la revue économiste. Il a dit ceci. Le monde assiste à la mort cérébrale de l'OTAN. Il invite ses partenaires européens à affirmer leur souveraineté militaire et technologique afin de donner naissance à une Europe de la défense, dotée d'une autonomie stratégique et capacitaire sur le plan militaire. Est-ce que Macron est un président français indépendant comme De Gaulle, comme Chirac? Je crois que Macron tire les leçons de la situation actuelle. Les Américains sont en train de se désengager de beaucoup de choses, y compris de la protection de l'Europe et d'autres parties du monde dont ils s'occupaient. Je pense que si on regarde, c'est presque une précaution de dire ça de la part de Macron. C'est vrai que l'Europe pourra moins compter à l'avenir sur l'Amérique, en tout cas l'Amérique de Trump. Hein, tant qu'il est là. S'il est réélu, alors encore 4 oui, ce ans. sera encore plus vrai. Donc il a raison de dire qu'il faut renforcer ça. Cela étant, il y a une évolution qu'apparemment il ne met pas tellement en avant, mais qui est très importante selon moi, c'est que l'Angleterre est en train de quitter l'Europe. Or, l'Europe de la défense, ça repose essentiellement sur la France et l'Angleterre. L'Angleterre est une puissance nucléaire aussi. Et oui. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir reconstruire quelque chose en Europe même. Et là, le leader, ce sera forcément la France. Oui, il faut voir que évidemment. C'est un petit peu ce qu'il veut dire, il laisse entendre. Les Allemands ne sont pas concernés tellement, les Espagnols un petit peu, mais la France sera en tête d'une Europe de la défense telle qu'elle est demandée par Macron lui-même. Alors, c'est aussi un autre contexte historique que la France s'approche de la Chine. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne opportunité? Et surtout, c'est que après cette visite, avec 13,6 milliards de contrats, milliards d'euros de contrats signés avec la Chine, est-ce que les relations entre la France économique, je sais pas si vous avez dit, entre la France et la Chine sera renforcée après cette visite? En 2018, le volume d'échanges entre nos deux pays, c'est, je crois, 60 milliards de dollars. Est-ce que cette année et l'année prochaine va augmenter? Il y a deux choses dans l'importance de ces échanges qui ont été décidés pendant la visite. D'abord, il y avait un certain retard sur la relation
entre les deux pays. Et là, se sont conclus un certain nombre de contrats qui traînaient, ou en tout cas, il y a eu une volonté chinoise, et ça c'est la deuxième chose, de marquer la visite en acceptant de boucler des contrats le plus possible. D'ailleurs, certains ne sont pas tout à fait finalisés. L'un des plus importants, c'est sur le retraitement des déchets nucléaires. L'accord est prévu pour janvier prochain. Mais enfin, dans beaucoup d'autres cas, importants ou pas, il y a des perspectives très intéressantes. Prenez le château de Versailles qui va faire une exposition à la cité interdite. C'est bien. C'est très bien, mais voilà d'un seul coup. Il y a eu même un autre centre Pompidou à Shanghai. Oui, mais ça y est. C'est déjà fait. C'est fait. Non, je pense à l'autre musée, le musée Rodin à Shenzhen. Ça n'avançait pas. J'ai suivi un petit peu ça, c'est un détail, mais c'est intéressant. Ça n'avançait pas. La municipalité de Shenzhen était prête à boucler, mais le ministère de la Culture à Pékin disait non, il faut revoir ça. Et bien là, il y a eu visiblement un mot de Macron à Xi Jinping. J'ai revu la directrice du musée Rodin. Elle est très contente, ça avance. C'est des choses comme ça. Et dans la série des contrats qui ont été passés, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées par volonté politique. C'est vrai que la Chine, comme je disais tout à l'heure, la Chine a un interlocuteur sur lequel elle a intérêt actuellement à faire un effort, c'est la France, et donc on a débloqué un certain nombre de choses, sachant que la France aussi a tout intérêt à s'entendre avec la Chine sur des domaines économiques en particulier. Oui, et surtout maintenant, il y a un plan qui est important, c'est que la Chine et la France soutiennent la mondialisation, tandis que Donald Trump des États-Unis est contre. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, mais aussi l'accord de climat, l'accord sur nucléaire iranien, l'accord... il y a des tas de choses que, apparemment, la Chine et la France ont la même position. Ça se trouve comme ça, effectivement. Sur la mondialisation, c'est sûr que les Américains sont dans une phase de retrait. Oui, l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, c'est ça. Et que la vision de la mondialisation n'est pas tout à fait la même en Chine et en France. En France, ça provoque une certaine crainte. Oui, maintenant en France, il y a des voix contre. Voilà. Alors qu'en Chine, on a très vite compris l'intérêt que l'on avait à profiter de cette ouverture que signifie la mondialisation, au point même, je pense, qu'on est allé un peu loin, qu'il est temps maintenant de revoir le développement interne de la Chine, et je pense que dans les années qui viennent, ce sera beaucoup plus ça. Du coup, étant moins branché sur une mondialisation, j'allais dire sauvage, la Chine pourra mieux s'entendre avec la France qui n'a jamais partagé cette vision des choses. Je crois qu'il y a des possibilités de compréhension entre la France et la Chine qui vont être supérieures actuellement, d'autant que la relation, là, avec le voyage que vient de faire Macron, objectivement, on a l'impression que ça s'est bien passé. Il y a une compréhension qui n'existait pas jusque-là. Et on a peu de choses sur les fameux dîners qu'il y a eu. Dîners privés. Dîners privés. Oui, c'est extrêmement discret parce que du côté chinois, on dit jamais grand-chose là-dessus. Et du côté français, parce que c'est privé alors. Oui, mais j'aime bien justement il y a un détail qui m'a beaucoup frappé, c'est que le président français, comme tout invité, bon invité français, a apporté une bouteille de vin français, un Romanée Conti au millésime de 1978. Alors il y a beaucoup de commentaires, certains commentaires par exemple disent « Oh là là, c'est un très bon vin ». Il vend sur Internet pour un coût de
20 000 euros, c'est presque le salaire d'un SMIC français, d'un an de salaire d'un SMIC français. Et l'autre dit 1978, c'est la date de l'ouverture de la Chine. Alors, que signifie pour vous cette bouteille de vin? Honnêtement, je n'ai pas la réponse, mais j'imagine quand même que 78, c'est l'ouverture de la Chine, c'est le début de Deng Xiaoping. Il y a une allusion. C'est pas possible que ce soit par hasard qu'il soit tombé sur cette date. Hein. Donc, le vin lui-même, je n'en ai jamais goûté, je ne sais pas si. Et ils ont ouvert la bouteille ou pas? Oui. Donc, vous ne savez pas? Ils ont ouvert la bouteille ou pas? J'étais pas à table, je ne sais pas. Mais peut-être, oui. Mais peut-on, en France, peut-on imaginer que la Chine aujourd'hui se referme? Je pense pas. C'est pas exactement ce que je dis. Je pense que la Chine a intérêt à travailler plus sur la société, sur la consommation en Chine qui baisse un petit peu, alors qu'elle était peut-être trop tournée vers l'exportation pour son développement pendant longtemps. Elle a probablement intérêt à calmer un peu les choses sur l'extérieur, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, amènera à d'autant plus de relations équilibrées avec un pays comme la France. En matière économique et commerciale, c'est évident. Le déséquilibre entre les échanges venus de France en Chine et de Chine en France est tellement en faveur de la Chine qu'il faut rééquilibrer ça. Il faut que la Chine, d'une façon ou d'une autre, soit amenée à acheter plus en France. Oui. Il y a quelque chose à trouver là. Et ça, c'est un petit peu l'enjeu des années qui viennent. Mais du côté chinois, certains commerçants critiquent aussi les producteurs français qui ne savent pas vendre leurs produits. Est-ce que c'est vrai aussi ou bien cette fois-ci, apparemment, les commerçants, les producteurs français sont très actifs pour la foire internationale des importations de Shanghai. Ils sont très présents. Est-ce qu'ils ont réussi cette fois-ci à vendre quelque chose? On ne peut pas faire une réponse globale là-dessus. Certains, oui. Certains, oui. Dans le domaine de l'alimentation, il y a eu un effort considérable sur la viande de bœuf, le porc, la charcuterie. Et j'ai vu les responsables. Ils connaissent le marché, ils sont venus souvent, ils ont eu des dialogues avec les acheteurs possibles chinois. Ils sont très intéressants, mais il y en a d'autres, ils découvrent. Je ne vais pas trop les nommer, mais il y a un effort de formation à faire, de connaissances réciproques, et la France a des efforts à faire là-dessus. C'est évident, si on se tourne vers le marché chinois, il faut mieux le connaître, et du côté chinois, il ne faut pas être frileux non plus. C'est difficile d'avoir des autorisations d'exportation vers la Chine, à cause de la Chine aussi, où c'est, à mon avis, pas mal bureaucratique. Alors de temps en temps, le besoin est tel, ce qui est vrai pour la charcuterie, que ça va plus vite, mais autrement, c'est une multitude d'autorisations qu'il faut avoir. Ça pourrait être plus rapide du côté chinois. D'accord. Bon, et pour l'opinion publique française, est-ce que, depuis longtemps, vous le savez comme moi, les médias français critiquent souvent la Chine sur beaucoup de plans, et cette fois-ci, apparemment, un quotidien majeur a publié aussi des articles critiquant la Chine sur le plan de blanchiment d'argent, des choses comme ça. Alors, comment les Français ordinaires, les Français, sous l'influence des médias, voient la Chine? Est-ce que les Français ont une bonne opinion sur la Chine? Ils ont une opinion un peu craintive. Craintive? Oui, je dirais que... Parce que la Chine est trop gros? Non, la Chine est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était économiquement qu'il y a une vingtaine d'années. Donc il peut acheter plus de fromage, plus de bœuf, plus de produits français? Oui, en principe oui, mais simplement on a peur de cette puissance.
c'est la mentalité française actuellement aussi qui est un peu craintive généralement. Et qu'un pays se développe, on a l'impression en France, à tort à mon avis, qu'il se développe trop. En réalité, il vaut mieux essayer de voir comment travailler avec ce pays, comment échanger davantage. Le tourisme chinois en France est considérable. Le tourisme français en Chine... Ils sont bienvenus ou pas? Oui, ils sont très organisés. C'est très au point. Ils dépensent beaucoup d'argent? Dans des restaurants chinois, par exemple. Oui, il y aurait certainement mieux à faire. Il y a beaucoup de villes en France qui sont touristiques, qui pourraient davantage faire avec la Chine. Certaines l'ont fait. Hein. Je connais des maires qui ont décidé de se tourner vers les touristes chinois et c'est très important. À partir de là, ils prennent des sinisans qui peuvent guider. Tout est organisé mieux. Il n'y a pas que Paris en France, il y a des tas d'endroits. Nice aussi, ça s'est visité, mais après il y a beaucoup d'endroits où l'on peut aller. Alors, ça arrive qu'une une région française se développe dans ce domaine. Raffarin, dans sa région, a fait pas mal, par exemple, à La Rochelle ou autres. Mais il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Mais apparemment, les Chinois achètent de plus en plus des produits de luxe français. Ça se porte bien. Ce porte domaine-là, bien. ça va. C'est Airbus et produits de luxe. Oui, mais ce n'est pas les mêmes qui achètent. Ça là, c'est l'État, l'autre, c'est public. Non, bien sûr, le luxe, ça se voit. Même à Paris, on voit bien devant les magasins de luxe le nombre de Chinois qui entrent, qui parfois font la queue pour rentrer. Ça, je le vois à Paris souvent. Donc, après cette visite, à votre avis, les relations commerciales entre nos deux pays aura une forte de croissance? Ce sera plus équilibré, la Chine achètera plus? En tout cas, la question a été traitée au plus haut niveau entre les deux présidents. Il y a quelque chose qui doit être fait dans ce domaine. Après, évidemment, ce n'est pas immédiat, il y a des tas de choses à voir dans le détail, mais il y a intérêt. Et il y a beaucoup d'ailleurs dans les contrats qui ont été envisagés, parce que tous n'ont pas été signés, il y a beaucoup de choses. Il faut aller vers cette perspective, et c'est donc ce qu'on va voir. Ce qui est possible de débloquer ou pas, c'est une relation qui doit s'équilibrer sur le plan économique. Et d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant de voir que Macron était accompagné pendant une partie de son voyage par une ministre allemande et un commissaire européen. Il veut montrer que, sur ce plan, c'est très intéressant, que la Chine doit arrêter de s'adresser à l'Europe pays par pays, qu'elle a tout intérêt à rationaliser les échanges avec l'Europe. Ouais. Et ça, je pense que ça a été pris en compte par Xi Jinping. C'est la deuxième fois qu'il se retrouve avec un responsable européen. Oui, la fois dernière. C'était à Paris. Oui, c'était à Paris. Macron fait venir Merkel et le président de l'Union européenne. J'ai un trou de mémoire. Oui. Donc, il a dû comprendre que le vrai dialogue devait se passer à ce niveau-là. Mais la Chine est pour une Europe, comment dirais-je, unie. C'est pas comme les États-Unis. Les États-Unis apparemment veulent détruire l'Europe. Tout à fait. La Chine, elle est pour, elle le demande depuis longtemps, mais comme elle voit que ça se passe pas complètement comme ça, elle est allée voir pays par pays. Elle s'est occupée en particulier, après qu'il y ait eu des crises économiques, de la Grèce et du Portugal en tant que telles, qui ont été très contents de trouver la Chine comme partenaire sur des tas de projets. Mais de l'autre côté, l'Union européenne ne peut toujours pas avoir la même voie avec la Chine. Par exemple, sur le plan la ceinture à la route, l'Italie a répondu très positivement avec 2 ou 3 d'autres pays, tandis que la France ou l'Allemagne
ferme la bouche, ne prononce pas ni pour ni contre. C'est exactement le genre de sujet où il faudrait une cohérence européenne. Oui. C'est étonnant. Enfin, l'Italie a fait ça toute seule dans son coin, sans en avoir parlé aux autres. Je pense que c'est là où, typiquement, il doit y avoir une position commune. Et la position commune serait peut-être favorable à la une Chine. meilleure coopération. Oui, je crois. Parce que c'est pas la meilleure opération pour la Chine d'avoir privilégié un pays comme ça. Est-ce que sur le plan politique, économique, global et stratégique, la France, un allié des États-Unis, peut vraiment renforcer ses relations avec la Chine sur le multilatéralisme, sur, par exemple, comment dirais-je, libre-échange avec la Chine, avec le monde entier. Est-ce que la Chine et la France auront comment dirais-je, un point vraiment stratégiquement commun pour un avenir? C'est-à-dire, est-ce que la Chine et la France, la Chine et l'Union européenne peuvent construire un monde multipolaire hors des États-Unis, sans les États-Unis? Je pense que si elle le fait, la France, sans les États-Unis, il y aura des conséquences avec les États-Unis. Justement, c'est la question, est-ce que la France a la capacité, le pouvoir, la volonté de le faire? La volonté peut-être, la capacité non. C'est pourquoi je pense que Macron a tout à fait ça en tête. C'est pourquoi il est venu avec l'Allemagne et avec l'Europe, représentant les deux du pays et de l'institution. Ça le renforce. Si il parle aux Chinois avec l'Europe à côté de lui, c'est beaucoup plus fort que s'il était tout seul. Et les éventuelles sanctions qui viendraient des États-Unis seront moins évidentes. Il est moins facile de punir toute l'Europe que de punir la France toute seule. Je pense qu'il y a un côté protection pour la France à être avec l'Europe et que donc la Chine a intérêt à jouer ce rôle, cette carte, je veux dire, aussi, c'est-à-dire de travailler plus avec l'Europe qu'avec les pays européens un à un. Apparemment, je ne sais pas si les médias français ont parlé, mais dans les médias chinois, apparemment, Macron a dit des choses très positives sur, par exemple, sur la réforme et l'ouverture de la politique de Chine, le progrès réalisé par la Chine. Il a dit c'est un événement historique si la Chine fait un tel progrès. Est-ce que les médias français ont parlé aussi de ce qu'il a jugé, Oui, ils en ont parlé de ci, de là, ça n'a pas été des titres non plus. Je pense que chez Macron, c'est un peu... Il veut encourager aussi l'ouverture en Chine en disant ça. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, je pense. Bon, pour terminer, peut-être une ou deux phrases. Que voyez-vous l'avenir de relations entre nos deux pays après cette visite? Je vois qu'il y a un besoin de parler ensemble, de commercer davantage ensemble, de rééquilibrer les échanges, et ça va être prioritaire dans les années qui viennent. Bon, merci beaucoup, merci Richard Hart, merci d'être venu. J'espère que vous revenez plus souvent en Chine et ça vaut le coup. Merci. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.